construction via les États membres se sont dit, bah voilà, que notre puissance en mutualisant nos forces nous permettra d'aider des territoires, d'aider des secteurs économiques, environnementaux, etc., à progresser, à se développer, à se consolider. Donc je vous passe sur les détails, mais donc il y a eu par période de programmation un certain nombre de programmes, de dispositifs, de politiques mis en œuvre. Aujourd'hui, on arrive à la 6e ou 7e génération, je crois, de programmes et de fonds européens, avec donc des instruments financiers pilotés par l'Europe. Alors déjà, je pense que j'ai perdu 95% de mon auditoire. Et pour autant, merci, bravo. Et pour autant, alors, pourquoi je dis ça? Je dis ça parce que très souvent, les élus, très souvent, les techniciens, disent l'Europe, enfin, pour ne pas dire l'Europe, ça rappellera quelques souvenirs. Le général de Gaulle, je ne parle pas de Vercingétorix, Xavier, qui est le général, voilà, quand il évoquait ce truc, ce machin, l'Europe. Bref, tout ça pour dire que dans la construction de ces politiques, dans les grands principes d'intervention de ces fonds européens, pour nous, aujourd'hui, qu'est-ce qui nous intéresse d'aller creuser, de connaître, de savoir? Deux choses, me semble-t-il. La première, c'est que c'est une très bonne nouvelle pour les territoires, c'est qu'il y a des moyens, et notamment des moyens financiers, mis à la disposition des acteurs locaux, territoriaux, à la condition qu'ils aient des stratégies, des projets à mettre en face pour pouvoir obtenir ces financements. Voilà. La petite mauvaise nouvelle, c'est que en cette génération, on voit se développer des aspects que certains diraient bureaucratiques, beaucoup de paperasse, des contrôles, des règles d'éligibilité qui font que, j'en assume l'entière responsabilité, je le dis, qui font que quelquefois, cet argent mis à la disposition des acteurs des territoires ne va pas jusqu'aux acteurs des territoires, mais se perd dans des tracasseries administratives et reste finalement peut-être même de plus en plus compliqué à utiliser à bon escient. Je referme cette petite parenthèse. Je crois qu'on est là pour dire des choses en toute liberté et j'assume encore une fois ce que je viens de dire. Deuxième bonne nouvelle, c'est que ce programme européen, en fait, ces programmes européens, malgré tout, sont issus d'une observation et de remontée d'acteurs des territoires. Donc ils sont adaptés, en fait, aux enjeux qu'on a évoqués, qu'on a égrenés ce matin, aux enjeux qui sont les vôtres sur ces territoires. Et donc, il nous semblerait très important et très intéressant de pouvoir, au niveau de votre territoire, pays, langue, nature, œuvre d'argent, que de faire le point sur ces financements européens au moment où vous êtes, vous, primo-accédant, comme on dit dans le jargon administratif, à un des fonds emblématiques du développement rural et du développement local national et européen, qu'on appelle aujourd'hui, qui est devenu donc l'axe 4 du FEADER, et qui s'appelle le programme LEADER, entre autres. Et donc l'idée d'aller voir ce qui se passe au niveau de l'Europe, c'est d'aller gratter, bien sûr, sur quelles problématiques et sur quels moyens l'Europe nous donne accès directement pour fabriquer du développement sur le territoire. Pour ce faire, donc, je vais inviter pour cette table ronde à la fois donc, le pays Marennes-Oléron. Alors, pays Marennes-Oléron et Marennes-Oléron, donc ils viennent à deux, Monsieur Oléron et Madame Marraine. Appelés autrement donc, et on les remercie beaucoup parce qu'ils sont levés très tôt ce matin. Donc Amélie Perraudot, qui est plus particulièrement en charge, sur l'émission plus particulièrement en charge du FEF, hein, aujourd'hui FEAMP, qui est un des instruments financiers consacrés à la pêche, et puis donc Michael Spada qui arrive et qui a en charge le programme LEADER. Alors vous êtes déjà un peu plus ancien, un peu plus aguerri au niveau du pays, en tout cas dans les programmes européens, ce sera très intéressant de vous entendre sur effectivement quelles problématiques ces projets européens ont répondu, avec quels moyens, bien sûr, mis à la disposition du territoire,
quels ont été les effets directs et indirects de ces financements européens, sachant que la problématique de la table ronde, ça reste financement européen, levier pour l'interrogation, levier de développement local sur les territoires. Et puis, comme en seconde semaine, nous avons le plaisir d'accueillir donc Cyril Jacob, qu'on a entendu ce matin. Alors là, qui sera peut-être encore dans ces deux casquettes, Cyril, technicien élu, bon, sur en fait les programmes sur lesquels que vous êtes allé chercher en fait sur les projets, les dynamiques et les perspectives de développement que vous engagez sur le pays de Bousseran, notamment sur des programmes évidemment qui visent des coopérations, certes interterritoriales, mais aussi transfrontalières, mais aussi de coopération avec les autres États membres de l'Union européenne. Et je vous dis comme ça, dépêchez-vous si vous avez des projets avec l'Angleterre. Mais bon, je referme la parenthèse. On n'a pas encore les résultats, je ne pense pas. C'est demain. Voilà. Donc, peut-être pour commencer, on va prendre le pays Marais-Oléron. Hein. Vous allez faire l'exercice à deux voix, c'est ça? Donc, merci beaucoup. Alors, il y a quel micro? Voilà. Donc rapidement, je vais vous présenter le pays Marais-Oléron. Donc c'est un territoire, un petit territoire rural et littoral de la Charente-Maritime, un territoire de projet depuis plus de 20 ans, aujourd'hui PETR, qui se compose de 2 communautés de communes, pour un total de 15 communes, 35 000 habitants. On est sur un territoire avec des forts phénomènes de saisonnalité et d'attractivité. Un territoire qui est couvert à 85% par les espaces naturels, forestiers, agricoles. Et puis on a une structure économique, un tiers tourisme, un tiers activité primaire, pêche, agriculture, et puis un tiers services de commerce. Ça c'est pour le contexte général. Les programmes européens sur notre territoire, les élus s'en sont saisis sur la génération 2007-2013 à travers 2 programmes distincts. Le leader que vous connaissez et le programme FEP, alors FEAN, Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche. En fait, c'est exactement la même philosophie que leader, mais dans le cadre du Fonds pêche, et c'était la première génération de ces approches locales. Alors, on les présente d'une seule et même voie parce que pour nous, on les envisage vraiment dans une continuité, ces 2 programmes. On retrouve des thèmes similaires dans les 2 stratégies, par exemple la gestion des marées, les circuits courts. On a aussi l'habitude au niveau du pays de présenter l'équipe technique comme un pôle Europe. On est 3 personnes, un animateur dédié à chacun des programmes et une gestionnaire pour le programme leader. Et puis ensuite, on a des membres de comité de programmation qui sont impliqués dans les 2 programmes. Donc pour nous, en fait, on a 2 programmes distincts, mais on raisonne bien voilà, sur une même et seule philosophie. Pour vous donner un ordre d'idée, les programmes européens sur 2007-2013, c'est près de 3 millions d'euros pour notre territoire, 150 projets et environ 50 bénéficiaires différents. Donc c'est loin d'être anodin pour notre l'idée là, c'était d'évoquer la question de la plus-value de ce programme pour notre territoire. Bon, tout d'abord, ça nous a permis d'aller plus loin. Alors, on avait un projet de territoire validé en 2004. Les candidatures 2008, c'est un point historique, nous ont vraiment permis d'aller plus loin que ce projet de territoire et se sont vraiment révélés être des outils opérationnels pour la mise en œuvre de notre stratégie, de notre projet de territoire. Si on commence à mélanger les terminologies, on va plus s'y retrouver. Donc, ça nous a permis de préciser, d'affiner, de mettre à jour les enjeux du projet de territoire. Ça nous a permis de définir des axes plus opérationnels voilà, et d'être vraiment acteur de la mise en œuvre de cette stratégie. Donc ça, c'est vraiment quelque chose dont on s'est finalement rendu compte un peu chemin faisant, parce que ce n'était pas forcément évident au départ, en tout cas pas sous la forme que ça a pris évidemment. Le deuxième point qu'on peut aborder, c'est la question de la démarche ascendante, qui est vraiment une attendue forte de ce type de programme. Et là, chez nous, ça a vraiment eu ce rôle de fédérer les acteurs publics et privés, que ce soit les élus, mais également les collègues agents de collectivité qui ont été fortement impliqués dans le cadre du programme, les associations, les entrepreneurs, etc. Et donc là, on a vraiment eu, dans le cadre de l'élaboration et de la mise en œuvre de ces stratégies, une vraie fédération des acteurs qui a permis à tout le monde de partager des constats, de partager des attentes autour de problématiques et de thématiques communes.
Une troisième plus-value qui est à noter, c'est la démarche en termes de partenariat local qui est en lien avec la gouvernance du programme. Donc on a parlé tout à l'heure de comité de programmation et c'est vraiment dans cette instance-là qu'on note cette question de partenariat où on a autour d'une même table des acteurs publics et privés et qui vont être les personnes en charge de décider de l'octroi ou non des subventions publiques. C'est une instance qui est particulièrement originale, qui est unique en son genre. Et de l'expérience qui est notée sur la précédente programmation, sur laquelle je n'étais pas présente, mais de tout ce qu'on m'a expliqué, c'est que la démarche n'a pas été forcément évidente au démarrage, parce que c'est pas si commun d'avoir autour d'une même table pour des décisions de ce genre-là des acteurs de bords aussi différents. Donc, de l'historique, moi j'ai compris, ça a vraiment été un apprentissage et un besoin, en tout cas avec l'accompagnement de ceux qui animaient le programme, un vrai travail d'accompagnement des acteurs du public et du privé pour réussir à travailler ensemble, à se comprendre, à utiliser les mêmes terminologies, enfin voilà, à prendre des décisions communes au sein du comité de programmation. Et une dernière plus-value qu'on voulait mettre en avant, c'était justement les moyens qui sont mis à disposition en termes d'animation. Et cette animation-là a un rôle vraiment intéressant sur l'appui à l'émergence de projets. Parce que c'est pas si commun d'avoir autour d'une même table pour des décisions de ce genre-là des acteurs de bords aussi différents. Donc, de l'historique, moi j'ai compris, ça a vraiment été un apprentissage et un besoin, en tout cas avec l'accompagnement de ceux qui animaient le programme, un vrai travail d'accompagnement des acteurs du public et du privé pour réussir à travailler ensemble, à se comprendre, à utiliser les mêmes terminologies, enfin voilà, à prendre des décisions communes au sein du comité de programmation. Et une dernière plus-value qu'on voulait mettre en avant, c'était justement les moyens qui sont mis à disposition en termes d'animation. Et cette animation-là a un rôle vraiment intéressant sur l'appui à l'émergence de projets. Parce que quand on a des porteurs de projets qui arrivent et qui ont des projets en tête, ils sont plus ou moins aboutis, on a des choses qui sont vraiment très diverses en termes d'avancée, que ce soit sur le plan de financement, sur même d'un aspect du point de vue technique, sur des questions de partenariat. Donc l'animation a vraiment ce rôle-là d'accompagner les porteurs de projets, quel que soit le stade auquel ils sont, et va jouer un rôle majeur en termes de mise en réseau, de construction du projet, et puis sur le volet aussi du financement, l'animation, en tout cas ça se passe comme ça chez nous, on voit que c'est pareil dans beaucoup de pays, ça va au-delà de la question du financement uniquement leader. Pour qu'un projet soit viable, tienne bon, il est vraiment important de se poser des questions sur comment il va être financé, donc on est amené à accompagner les porteurs de projet, à aussi trouver des contreparties financières publiques quand ils n'en ont pas. Donc cette démarche-là, ça va en parallèle de la question de la subvention purement européenne. Voilà. Les difficultés. Je reprends le micro là. Pour évoquer les difficultés, on avait évoqué ce point. Alors, de manière très générale, mais je pense que c'est assez quand même réaliste de le dire et de l'exprimer comme ça. Pour moi, l'idée, le plus grand point de difficulté, c'est de rendre fluide un programme qui administrativement est lourd et n'est pas forcément fluide. C'est important parce que pour les porteurs de projets, l'objectif c'est, dans le cadre du montage de projet, d'avoir des projets bien ficelés, qui ne sont pas trop compliqués dans leur montage administratif, parce que derrière, il faut justifier nos dépenses, il faut aller chercher le versement des autres financeurs. Donc ça, c'est pour la partie bénéficiaire. Et pour les membres du comité de programmation, c'est important de rendre fluide les choses parce que leur intérêt premier, c'est bien le débat entre acteurs dans le cadre des projets qui sont présentés. Et nous, on navigue dans un programme qui impose d'avoir quand même un certain nombre de choses présentées en séance. Voilà, donc voilà, ça c'est pour on va dire, l'élément général, mais qui est vraiment pas neutre parce que l'objectif c'est pas de perdre tout le monde en route. Après, s'il fallait rentrer plus dans le détail, sur des éléments de difficulté, on peut évoquer les problématiques d'avance de trésorerie, on peut évoquer les difficultés en matière de règles de cofinancement public, ce qui fait aussi qu'on peut constater qu'il est plus facile pour des porteurs publics de monter sur ce type de programme que pour des porteurs privés. Et là, on l'a bien vu sur 2007-2013, la tendance va quand même clairement dans ce sens. On peut également évoquer en matière de communication. Il
faire attention à ne pas communiquer tout azimut sur les possibilités d'aide, sur les taux d'intervention maximum, parce qu'on crée facilement de la déception auprès de nos acteurs locaux. Et puis peut-être un autre élément, et ça c'est quelque chose qu'on partage fortement avec Michael, la difficulté de sortir de cette opportunité financière. Alors on le sait, on doit démontrer la plus-value des projets pour intégrer des programmes leaders FEAMP, mais concrètement, voilà, où on place le curseur par rapport à cette question de l'opportunité financière. Donc ça c'était pour les difficultés. On voulait juste évoquer deux projets qui avaient été perçus de manière comme très emblématique sur notre territoire. Juste des illustrations. Je vais commencer par le projet qu'on a soutenu dans le cadre du FEP, qui est un projet d'entreprise adaptée, Atelier des gens de mer. Nous avons accompagné les investissements pour 30 000 € dans le cadre de la création de cette entreprise adaptée. C'est un projet qui chez nous est vraiment considéré comme très original parce qu'il vise le classement de marins pêcheurs débarqués à cause de maladies ou de handicap, avec un objectif de réemploi à terre sur le port de la Cotinière dans des activités de ramenage de filets, voilà, de petits travaux pour les patrons pêcheurs ou de gestion de la déchetterie portuaire. Donc il y a vraiment un travail de fond qui a été mené sur le territoire au niveau de la recherche d'activités locales. Le portage également est original puisque c'est une SARL SIC, donc c'est monté en société coopérative d'intérêt collectif, ce qui fait que les collectivités entrent au capital de cette entreprise. C'était juste pour illustrer un projet qui chez nous est considéré comme particulièrement emblématique. Donc rapidement, alors un exemple d'un projet qui illustre certaines des plus-values qu'on a citées tout à l'heure sur la programmation précédente du leader sur notre territoire, qui illustre notamment comment il a évolué, comment il a mûri dans le cadre de son parcours au sein de l'équipe leader. Donc il s'agit en fait d'un projet de création de ruchers conservatoires pour une abeille emblématique de notre territoire, une abeille noire. C'est le groupe de défense sanitaire apicole de Charente-Maritime qui a pris contact avec nous. Alors déjà, il a pris contact avec notre territoire via un GAL de notre territoire. Donc c'est déjà un début de mise en réseau entre GAL, on est presque sur de la coopération, on n'était pas là. Donc il y a eu un contact qui a été pris avec ce projet initial qui voulait être porté finalement par l'association. L'idée avait mûri pas plus que ça. Et donc l'équipe leader avait considéré que c'était un projet intéressant, ça rentrait dans les stratégies qui avaient été définies. Il y avait déjà quelques questions qui se posaient quant à la capacité financière à supporter l'opération avec toutes les contraintes du financement leader. Donc petit à petit, ce qui s'est fait, c'est que le projet a été discuté, mûri, et il y a eu une mise en relation qui s'est faite avec la communauté de communes de l'île d'Oléron qui a adhéré au projet rapidement. Et ce qui s'est passé, c'est que ce projet-là est passé d'un projet à portage privé à quelque chose de public-privé, où la communauté de communes de l'île d'Oléron a porté le projet en s'occupant de l'acquisition du terrain, en finançant une partie du matériel et des investissements. Et l'association, elle, avait la maîtrise d'ouvrage déléguée, je dirais, en gérant le site et en pilotant les investissements. Donc, sans le savoir au démarrage, en fait, grâce à l'accompagnement, à l'animation, à la mise en réseau avec tous les acteurs impliqués dans le leader et dans le comité de programmation notamment, ce projet est devenu quelque chose qui n'était pas initialement prévu tel que c'était prévu. Donc voilà, et en plus de ça, en dehors du cadre leader, on a clairement vu que c'était un projet structurant, ce qui est un des mots-clés aussi des programmes leader. Mais là concrètement, le projet s'est poursuivi au-delà de ce qui était prévu initialement avec sur ce terrain-là une plantation de vergers conservatoires qui a été un nouveau support d'animation pour les écoles de l'île et au-delà. Donc voilà, ça c'était vraiment pour illustrer qu'on était vraiment au-delà de l'opportunité financière et qu'avec l'accompagnement qui était fourni, on a pu soutenir un projet qui est devenu avec une portée plus importante que ce qui était prévu. Pour conclure,
pour conclure, on voulait simplement dire qu'à l'issue de la phase 2007-2013, il y avait un processus d'évaluation qui a été mené et qui a révélé de façon très positive une satisfaction des acteurs qui étaient impliqués, notamment du comité de programmation, qui a extrêmement appris et apprécié cette instance comme un lieu de débat et de rencontre. Donc aujourd'hui, la nouvelle programmation se lance et les attentes sont fortes. Voilà, on est dans une phase où le processus et le programme est connu et où on nous sollicite de façon naturelle. Voilà. Merci, c'est extrêmement clair et très synthétique. Des réactions, des questions, là vous êtes, vous les élus là, du pays, hein, en accession première à ce programme qu'on appelle Leader, vous êtes en pleine ébullition, là, en plein travaux. Oui, c'était simplement aussi un commentaire. Pour avoir déjà fait des programmes de FEDER à Gavreil, la vraie difficulté, c'est de trouver un bon projet, un projet qui soit innovant, qui fédère, qui permette de ramener beaucoup de monde autour de vous. Et après, une fois qu'on a bien isolé le ou les problèmes, c'est de se lancer dans la partie administrative. Et si les programmes, les projets sont bons, à ce moment-là, il y a tout un tas de structures administratives qui seront autour de vous pour vous aider. Parce que c'est pas facile de monter, vous l'avez bien expliqué, c'est pas facile de monter un programme européen. Quelquefois, il y a la région qui participe, il y a les communautés de communes. Mais on va retrouver, si le projet est bon, on va retrouver autour de soi tout un tas de structures qui vont vous aider pour défendre votre projet et aller le présenter à Bruxelles. Mais je crois que le point de départ, il ne faut pas se couper. Là, on a vu la partie administrative bien développée, mais le point de départ, c'est le projet. Il faut qu'il soit bon, et là, vous aurez du monde après pour le défendre. Oui, voilà. Ce qu'on peut peut-être préciser, c'est qu'effectivement, sur ces programmes-là, là, vous évoquez le FEDER, avec des projets d'ampleur un peu plus importante. Nous, on va se retrouver, enfin, en tout cas, sur notre territoire, on a beaucoup de petites structures, avec des projets à la dimension de notre territoire. Donc, du coup, on se retrouve avec plutôt des petits projets. Voilà. Donc, en fait, la difficulté, justement, c'est de pouvoir les orienter au mieux, parce que souvent, la réponse, c'est que les fonds européens, en tout cas, le cadre de l'Union n'est pas le fonds le plus adapté. On va voir avec les communautés de communes, on va voir avec les communautés de la région, on va essayer de trouver d'autres solutions, parce que la machine d'Europe, il faut quand même avoir soit une assise financière derrière, soit un intérêt à aller chercher ce type de... Il faut du monde pour pousser le dossier. D'autres réactions, propositions, questions? Vous y êtes, dans le jeu, là, du pays. Moi, j'aimerais souligner quand même l'ironie du sort, hein, quand même, quelque part. C'est qu'il a fallu qu'on demande à l'Europe de nous imposer des règles de fonctionnement entre public et privé, entre gouvernance, entre stratégie locale pour y aller. C'est quand même un peu étonnant, parce qu'on est dans le FEAMP comme dans le Leader sur l'essentiel des fondamentaux du développement local. C'est-à-dire la confiance qui est accordée à vous, élus, vous, habitants de ce territoire, vous, socio-professionnels de ce territoire, de construire une stratégie qui vous ressemble, et qui ne ressemble qu'à vous-même. Et on vous donne, cerise sur le gâteau, de l'argent pour arriver à développer cette stratégie. C'est quand même assez extraordinaire. C'est le niveau européen qui fait confiance aux acteurs locaux, qui fait confiance à l'intelligence collective, et qui dit, ah ben, on vous donne de l'argent, mais à condition que vous travaillez ensemble, vous les socio-professionnels, les élus. Ça doit nous faire réfléchir, ça, quand même. Enfin, il me semble. Ah ça, l'intelligence collective, on y est. C'est bon, on passe au... Ben justement, donc, une transition encore une, hein, avec Cyril. Sur ce pays, ce territoire de montagne, le pays Ouzran,
Alors, on est bien d'accord qu'il y a une forme d'expertise à développer sur la formule administrativo-technico-programmatique de ces programmes européens, mais bon sang, qu'est-ce que ça fait du bien quand on arrive ensemble sur un territoire à construire un projet qui a du sens, à le mettre en œuvre et recevoir de l'argent. N'est-ce pas, Cyril? Là, vous êtes expert au niveau du pays, plus ou moins, je pense. Je ne sais pas si on est expert, mais je vais vous présenter